Bonjour et bienvenue sur la table ronde du management et du leadership, le podcast de RoboCoach Pro. Nous y parlerons de management, soft skills, ressources humaines, carrière, évolution du monde du travail, mobilisation des collaborateurs et bien sûr, leadership. RoboCoach Pro, ce sont des formations accompagnées, inter- et intra-entreprises, au service de votre évolution personnelle et professionnelle. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Damien. Bonjour à tous. Bienvenue pour ce webinaire où nous allons parler communication efficace. Avant de nous lancer dans le sujet, je le rappelle pour ceux qui en ont l'habitude et puis pour ceux qui nous découvriraient aujourd'hui. Vous pouvez interagir avec moi dans le chat. Je prendrai avec grand plaisir vos remarques, vos questions, vos besoins, de manière à ce que nous puissions les aborder en live avec Jean-Claude. Et comme toujours, vous le savez, celles qui ne feraient pas l'objet de réponses en live, si jamais nous avons trop de questions, enfin jamais trop, mais disons trop pour le live, nous prendrons plaisir à y répondre à toutes sur notre page LinkedIn. Donc aucune question ou aucun besoin ne restera sans réponse. Et de la même manière, je vous mettrai un email RoboCoach Pro si jamais vous avez besoin de nous contacter plus en privé pour un besoin ou une demande particulière. Autre élément important concernant cette plateforme Webikeo sur laquelle nous nous retrouvons tous les derniers vendredis du mois, vous avez sous nos caméras un bouton sur lequel vous pouvez télécharger le livre blanc qui concerne donc ce sujet de la communication efficace. Et vous avez aussi un autre bouton dont nous vous reparlerons à la fin pour pouvoir bénéficier d'un test qui puisse vous en apprendre plus sur un peu tout un chacun. Nous avons toutes et tous nos petits travers dans la communication qui parfois vont nous poser de gros problèmes sans que nous sachions exactement identifier d'où viennent nos difficultés ou d'où viennent les ralentissements qu'on aimerait éviter dans nos évolutions de carrière. Si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est parce que vous avez déjà la sensation que la communication, le fait d'être capable de bien communiquer, de bien exprimer ce que l'on voudrait exprimer, c'est quelque chose qui est fondamental et c'est un élément qui peut avoir un gros impact sur notre vie professionnelle, notre vie privée aussi d'ailleurs, et sur les relations que l'on va pouvoir avoir avec nos collègues, nos supérieurs, nos collaborateurs, etc. C'est aussi un élément très important dès que l'on parle de fédérer, faire adhérer une équipe, des talents et faire passer certaines cultures collectives ou arriver à développer tout l'esprit d'équipe et les besoins de collaboration fluide que l'on a quand on gère un projet ou autre. L'objectif du webinaire d'aujourd'hui, c'est du coup de nous emparer de ce sujet et en s'appuyant sur tout ce que l'on peut avoir à vous apporter là-dessus et en s'appuyant du coup aussi sur vos questions et vos besoins que vous allez nous remonter, de vous proposer des outils concrets, des méthodes applicables, des techniques qui vous aident dès cet après-midi, après déjeuner, quand vous retournerez au-devant de votre vie professionnelle. Donc, on va aborder ensemble toutes ces questions-là et il va y avoir dedans la question à la fois de l'expression de ce que l'on veut exprimer, d'arriver à être assez fidèle à ce que l'on veut faire passer comme information et à la fois d'éviter les petits pièges et des fois les difficultés qu'on peut rencontrer parce que dans une communication, nous sommes deux et donc en face, nous avons quelqu'un qui ne nous renvoie pas exactement la balle tout le temps comme on aimerait. Du coup, Jean-Claude, je te laisse démarrer avec ce sujet qui s'annonce assez intéressant. Eh bien, merci beaucoup Damien. Moi, je vais commencer par une question. Est-ce que vous avez déjà été frustré que votre message n'ait pas été compris comme vous le souhaitiez ? Si c'est le cas, je peux vous dire que c'est normal parce que c'est exactement pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et puis, on va voir que finalement, communiquer, c'est tout un programme auquel probablement on ne fait pas assez attention. Je vais juste me présenter, si vous le voulez bien. Je m'appelle Jean-Claude Grunler, je suis franco-canadien, cofondateur de RoboCoach Pro, j'ai du mal à le dire, et passionné par le développement personnel, mais aussi par la transmission des savoirs. Depuis plusieurs années, ou même si j'étais honnête, de nombreuses années, j'accompagne les formateurs, les managers, les équipes à mieux communiquer, transmettre leurs connaissances. Donc, vous savez bien que communiquer, c'est essentiel, c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Et que ce soit pour donner des instructions claires, éviter les malentendus, motiver une équipe,
la communication peut faire la différence, et elle le fait, croyez-moi, entre une collaboration efficace et un échec total. Alors, l'objectif de notre session d'aujourd'hui, c'est de vous donner des outils concrets, immédiatement applicables, et comme le disait très bien Damien tout à l'heure, posez-nous la question, dites-nous si vous avez vraiment un cas particulier, une difficulté particulière, dites-le et on aura à cœur, évidemment, de vous aider à la résoudre. Alors, je vais vous citer un gars qui s'appelle Georges Bernard Shaw, pour ceux qui ne le savent pas, c'est celui qui a écrit la pièce de théâtre Pygmalion, qui a fait un film, etc., qui est aussi une belle transmission de savoir. Il disait que la plus grande illusion dans la communication, c'est de penser qu'elle a eu lieu. On a trop tendance à se dire que bon, j'ai dit ce que j'avais à dire, c'est pas forcément communiquer, d'accord? Communiquer, c'est forcément que d'un côté, j'ai dit ce que j'avais à dire et l'autre l'a bien compris. Si cette deuxième partie n'est pas satisfaite, eh bien, il n'y a pas eu de communication. D'accord. Alors, peut-être qu'on croit que c'est facile de communiquer parce qu'on sait tous parler, on a une langue absolument merveilleuse qui nous permet de dire tout ce qu'on a envie de dire, d'exprimer les idées les plus subtiles. Pour autant, on n'est pas forcément meilleur communicateur que d'autres endroits du monde ou d'autres cultures dans lesquelles les mots sont considérés comme beaucoup moins importants. Ouais. Et je dirais une autre chose en général qu'il faut prendre en compte, c'est que ce n'est pas ce qu'on dit qui compte, c'est comment l'autre le reçoit. Ouais. D'accord ? Et vous allez voir que d'ailleurs, quand on parle de communication, on va surtout naviguer là-dedans. Je parle de moi et je parle de l'autre parce que sinon, il n'y a pas de communication. On verra ensemble les clés essentielles pour améliorer notre façon de communiquer. Et on ne le dira pas assez, à mon avis, jamais. La communication, c'est pas juste parler, c'est faire passer un message qui porte ses fruits. L'objectif, des échanges plus clairs, plus impactants et plus efficaces. Fini le piège où on se contente de dire ce qu'on a en tête et puis on se dit que l'autre, il a qu'à se débrouiller pour comprendre. Voilà. D'accord. C'est le gros défaut, pardon, ouais. C'est le gros défaut de toutes les fois où on ne fait qu'informer la personne ou qu'avoir une transmission descendante par mail ou par affichage aussi, toutes ces feuilles A4 affichées partout que personne ne lit, et où on pense que l'on communique parce qu'on a informé les gens de ce qu'on avait à leur dire. C'est vraiment l'un des gros pièges. Excellent. Alors, un autre piège, si tu permets Damien, c'est que la première chose qu'il faut avoir en tête, vous allez voir, c'est pas forcément très facile de l'avoir tout le temps en tête, mais ce serait bien, c'est qu'on ne peut pas ne pas communiquer. Tout est communication. Quand on ne dit rien, on communique. Si on examine ce principe de l'impossibilité de ne pas communiquer pour votre gouverne et ceux que ça intéresse, c'est une théorie qui a été formulée par Paul Václavic de l'école de Palo Alto en Californie. Ça signifie que tout ce que nous faisons ou tout ce que nous ne faisons pas communique quelque chose aux autres. Même le silence est un message, même l'absence d'expression sur le visage est un message. Tout est un message et donc potentiellement un piège. Parce que si vous n'avez pas conscience de ce que vous communiquez, vous ne savez pas ce que l'autre pense à ce moment-là et comment il perçoit les choses et sous l'aune de quel aspect il va vous écouter. D'accord ? Vous n'avez pas communiqué, vous avez donné une impression, cette impression va certainement influencer le discours de l'autre. Donc, les pièges les plus courants, évidemment, ou les façons de communiquer incontrôlées, peuvent provoquer des frustrations, des conflits interpersonnels, hein, parce que dans le fond, ce qui nous permet de bien évoluer dans notre métier, dans notre travail, mais aussi dans notre famille, avec nos amis, c'est la manière dont on évite les conflits, dont on a une communication fluide qui permet d'éviter les pertes de temps, l'inefficacité, le stress, les tensions, la colère, les frustrations. Si vous voulez que je vous casse le moral, je peux continuer. C'est vrai que toutes ces choses-là existent et que parfois, on les met en place sans se rendre compte. Et je voudrais que pendant ce webinaire, on garde ça en mémoire. Les choses dont on n'a pas conscience, les communications que l'on passe sans en avoir conscience, sont très souvent à l'origine des problèmes qu'on rencontre.
Ouais, même dans notre, d'ailleurs, quand tu parles finalement de l'importance relative hein, qu'ont les mots que l'on va choisir, c'est vrai que ne serait-ce que par notre attitude, par notre non-verbal, par notre faciès, par notre posture, par notre façon de répondre ou de ne pas répondre, puisque effectivement, même l'absence de réponse ou de réaction est une communication, hein, est un message que l'autre va décoder. Ça génère énormément, vous le savez toutes et tous, hein, en entreprise, on fait que ça, hein. On reçoit un mail, on croise quelqu'un et en fonction de ce qu'il fait ou ne fait pas, on va être en permanence en train de générer des suppositions, des interprétations. Et effectivement, l'enjeu, il est majeur dans le fait d'arriver à maîtriser ça parce que c'est un signal faible qu'on envoie en permanence à notre environnement, en fait. Exactement. Et ça me donne envie de vous parler de quelque chose qu'on connaît tous, les biais cognitifs. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? C'est des espèces de présupposés parfois, d'idées qu'on a et qu'on se fait par rapport à ce qui se passe. Je vous donne un exemple. Il y a par exemple le biais de confirmation. Vous pensez que quelqu'un n'apprécie pas trop votre travail ou vous pensez que quelqu'un vous critique sans arrêt, etc. Chaque fois qu'il vous dira quelque chose, vous allez vous dire « ça y est, il est encore en train de me descendre ». Et si vous preniez un petit peu de recul, vous vous rendriez compte qu'il a aussi complimenté certains points, d'accord? Donc, vous allez me dire, c'est à lui de veiller à sa communication, et vous auriez tout à fait raison. Mais vous êtes dans cette même communication, et donc, il vaut mieux compter sur vous-même et vous dire, qu'est-ce que je ferais dans ce cas-là, hein? Il y a quelqu'un qui a tendance à me... déjà, je vais me raisonner, je vais me dire, d'accord, il me dit des choses, mais je vais prendre ça comme un bon tuyau, quelque chose que je peux effectivement améliorer. Et pour autant, je ne vais pas... Vous savez qu'en PNL, on dit ça, le comportement n'est pas la personne. C'est pas parce que quelqu'un vous critique qu'il ne vous aime pas et que c'est une personne désagréable, etc. Donc, essayez d'avoir ça en tête lorsqu'il y a ce biais de confirmation et qui confirme que cette personne ne vous apprécie pas. Le mieux, c'est de vous raisonner vous-même. Un autre biais, pardon, si tu veux intervenir. Juste un petit outil que j'aime bien par rapport au biais de confirmation. Puisque tu parlais de PNL, ça m'y fait penser en fait. En PNL, on conseille aussi, quand on a ce biais de confirmation et que du coup, vous interprétez tout ce que va dire ou faire ou ne pas faire quelqu'un pour que ça vienne emmener de l'eau à votre moulin et aller dans le sens de votre théorie de départ, de votre présupposé, on conseille de se poser 3 secondes avec un papier ou autre et d'imaginer au moins une autre raison qui aurait pu conduire à ce comportement. Au moins une autre intention que la personne aurait pu avoir et qui pourrait effectivement bien fitter avec le scénario de ce qu'elle vient de dire. Voilà. Ce qui permet justement de briser un peu ce cercle dont tu parles. Ok. Merci Damien. Un autre biais, c'est ce qu'on appelle le biais d'ancrage. C'est-à-dire que vous avez une idée sur les gens, hein, quand quelqu'un vous a donné une impression assez forte, lui c'est quelqu'un qui est très pointilleux, qui est rigoureux, qui est pas forcément très sympathique. Vous avez remarqué que peut-être on n'arrive plus à s'en détacher, hein. On a catalogué la personne, on a ancré ça en nous, et du coup chaque fois qu'elle va dire quelque chose, eh bien ce sera à la lumière de ce qu'on a comme impression sur cette personne. Donc attention aussi à ça. Votre cerveau s'est probablement ancré sur la première impression que vous avez reçue et vous avez du mal à ajuster le tir, mais essayez de faire cet effort. Dites-vous, je prends chaque chose comme elle vient, chaque chose en son temps, et j'écoute les choses et j'essaye de les distinguer de tout ce que je peux avoir comme biais cognitif derrière. Et puis le grand classique, celui dont on est tous victimes assez tôt dans notre vie, c'est le biais de la négativité. On a tendance à retenir les aspects négatifs. Je pense que c'est lié un petit peu à notre scolarité, quand on nous disait qu'on pouvait toujours faire mieux. Donc on avait plutôt tendance à recevoir des feedbacks négatifs qui sonnaient souvent un peu comme des reproches, et du coup, eh bien, cette négativité, elle est en nous. Et quand on entend quand on ne retient que les aspects négatifs, eh bien, finalement, on n'entend plus le positif. Pourtant, vous avez reçu certainement des compliments sur ce que vous avez dit ou ce que vous avez fait, mais vous n'avez entendu que le négatif. Alors, attention à soi, parce que c'est un peu sournois, mais ça crée quelque chose. À partir du moment où vous êtes sous le coup d'une émotion négative, parce que vous vous sentez injustement traité par une remarque négative, alors que finalement, dans l'ensemble,
vous trouvez ce que vous avez fait plutôt bien, ça va changer votre façon de communiquer. D'accord? Et puis vous verrez, un peu plus tard dans le webinaire, on va parler d'une autre forme de communication qui n'est pas verbale. Et justement, on sait que ça, ce que tu dis là, c'est vraiment fondamental. On le voit souvent même dans les formations, aussi chez des profils où justement le fait de ce biais de négativité va nous emmener à finalement mettre du poids que du côté négatif de la balance, et du coup, ça va cultiver la dévalorisation, enfin l'auto-dévalorisation, ça va cultiver la perte de confiance en soi, ça va cultiver, parce que finalement, dans le bilan que je fais moi de mes derniers mois, semaines, etc., je vais avoir une sorte de loupe sur le négatif. Est-ce qu'à ce titre-là, tu as des outils ou conseils qu'on peut emmener pour justement ne pas un peu, comment dire, dépasser ce biais de négativité? Oui. Ou le contrecarrer. Je crois que tu l'as dit dans ce que tu viens de nous dire. Dans le fond, il faut essayer de, premièrement, se rendre compte qu'on a cette tendance à regarder, à ne retenir que le négatif. Le négatif ne vous fait pas avancer, il ne vous donne pas des forces. Le négatif, au contraire, j'ai envie de vous dire, il vous affaiblit. Parce que si vous vous considérez déjà, vous, au départ, comme ayant droit à des remarques négatives, eh bien, quelque part, vous allez le communiquer par votre attitude, par ce que vous dites, lorsque vous pensez au fait que finalement, vous méritez des critiques. J'ai envie de dire, il faut prendre conscience que tout le monde mérite des critiques, tout le monde mérite des compliments, et personnellement, je crois que le plus simple, c'est de se dire qu'on va retenir ce qui est positif parce que c'est ce qui fait avancer. D'accord ? Oublions un petit peu les enseignements qu'on a reçus quand on était plus jeune et où finalement, les adultes bienveillants autour de nous essayaient de nous corriger en fin de compte, de nous emmener dans la bonne trajectoire, mais ça nous a laissé un impact un petit peu, parfois, un peu sensible. Mais on a des petites choses aussi qui nous posent des problèmes, comme par exemple, ça m'arrivait dans un endroit où j'avais l'habitude d'aller manger régulièrement, un restaurant sympathique, une espèce de cantine près du bureau. Et puis, il y avait un monsieur que je voyais souvent qui disait toujours ça va sans dire, mais ça va encore mieux en le disant. Et comme il répétait cette phrase tout le temps, ça m'agaçait. Au bout d'un moment, je me disais, ah tiens, il est encore là, lui. Oui. Mais en fin de compte, je trouve qu'il m'a rendu service. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de moments où on se dit, ça va sans dire. D'accord ? Est-ce bien utile que je lui dise qu'il faut fermer la porte en quittant la pièce ? Non. Mais en fin de compte, essayez de voir les moments où ce serait encore mieux, ça irait encore mieux si vous le disiez. Si vous disiez ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Si par exemple, vous vous sentiez libre de dire à quelqu'un, je te remercie de ce que tu viens de me faire remarquer comme amélioration dans ce que je suis en train de faire, mais ça me ferait plaisir que tu me dises aussi s'il y a quelque chose qui t'a plu là-dedans. D'accord ? Parce que d'une part, ça vous fera du bien de l'entendre, mais d'autre part, lui, ça lui fera aussi du bien de le dire, parce que, à l'inverse, j'ai envie de dire, quelqu'un qui fait des critiques ne voit plus que les critiques qu'il a faites. Il ne se souvient plus qu'il a aussi apprécié des choses. Donc, le fait de lui poser la question, de lui dire, oui, est-ce qu'il y a aussi là-dedans des choses qui t'ont plu, vous le ramenez à quelque chose de plus équilibré, d'accord ? Ça me fait penser aussi à autre chose, c'est le corollaire un peu de ce que tu dis là, c'est aussi le côté, ça va sans dire, c'est aussi le côté, des fois dans mon discours interne, le fait de minimiser ou banaliser finalement ce que je fais de bien. Tu sais, toujours pareil, dans ce biais de négativité, de dire finalement, oui, ça c'est, oui, je fais mon boulot, ça c'est normal, ça va sans dire, voilà. Il y a aussi ce côté-là qui vient avec souvent, c'est que finalement, justement, le positif, que ce soit vis-à-vis de soi-même ou justement, comme tu le dis là dans les échanges, finalement, le positif, on le balaye vite d'un revers de main, quoi. Et ça, c'est une vraie façon de cultiver une communication qui est un peu déraillante à terme, quoi. Oui. On va dire que le principal, peut-être, rappelons-nous, j'aime bien la métaphore du poste de radio. Si vous avez, on n'en a plus tellement aujourd'hui, mais admettons qu'on s'en souvienne, et puis quand on tournait le bouton pour essayer de trouver la bonne longueur d'onde, en fait, tant qu'on ne l'avait pas, on savait qu'on ne l'avait pas parce que ça grinçait, ça faisait des bruits parasitaires, etc. Et puis tout à coup, on est sur la bonne longueur d'onde, et là, on entend parfaitement bien
c'est le bonheur total. Eh bien, c'est vrai aussi dans la communication entre personnes. Chercher la bonne longueur d'onde, c'est en quelque sorte trouver le bon canal pour que l'échange soit fluide et compréhensible des deux côtés. Alors, même si vous avez une personne qui parle pas tout à fait bien votre langue, une personne qui a des comportements qui sont un petit peu bizarres, qui font que vous avez l'impression que le message ne passe pas, rappelez-vous, la bonne démarche, c'est de chercher la bonne longueur d'onde, c'est-à-dire trouver un endroit, un moyen de faire passer les idées des deux côtés, c'est-à-dire écouter mieux l'autre, peut-être faire attention à la manière dont on parle, vous allez voir, il y a de bonnes façons de trouver la bonne longueur d'onde. Par exemple, observez et écoutez. Écoutez les mots qu'on utilise. Est-ce que cette personne vous parle avec un langage très technique, avec un langage très vulgaire, avec un langage très simple, etc. Et donc, se mettre sur la bonne longueur d'onde, c'est utiliser le même langage quelque part, d'accord? S'adapter. S'ajuster aussi dans son discours. Est-ce que on est trop vague, trop direct, trop détaillé, trop superficiel? Eh bien, on s'ajuste en fonction des signes qu'on perçoit pour s'assurer qu'on reste dans un registre qui peut convenir à l'autre. Vérifier la connexion, j'allais le dire, vérifier la connexion. Poser des questions, comment est-ce qu'on fait ça? Vérifier, on pose des questions, on reformule, on s'assure que le message passe bien et qu'il est compris comme prévu, d'accord? Donc, quand on est sur la même longueur d'onde, tout devient plus clair, plus fluide et surtout plus efficace. Cessons de penser que on s'exprime bien et du coup, l'autre doit forcément comprendre ce qu'on dit, d'accord? L'autre n'a pas d'obligation. Rappelez-vous, quand on était à l'école, moi, c'est un souvenir que j'ai, je trouvais ça très dur quand le prof avait l'air de me prendre un peu pour un imbécile parce que je n'avais pas compris son explication. J'ai appris depuis, et je vous donne le renseignement parce qu'il est précieux, qu'en réalité, le résultat d'une communication appartient exclusivement à celui qui a lancé la communication. Donc ce prof qui me disait que je suis un imbécile parce que je n'ai pas compris, parlait de lui en réalité. C'est lui qui assume la responsabilité de ma compréhension. Ouais. Bon, au bout d'un moment, si moi je n'y mets pas de bonne volonté, il va m'envoyer promener. Mais le fait que je ne sois pas sur la même longueur d'onde que lui, le fait que je ne puisse pas comprendre, après tout, c'est sa responsabilité. Donc c'est à lui de faire les efforts. Si vous êtes la personne qui communique, qui transmet le message, faites en sorte et veillez bien à ce que l'autre vous comprenne, d'accord? Une longueur d'onde, c'est valable pour les deux, d'accord? Si on dit on est sur la même longueur d'onde, ça veut dire que tous les deux, on doit se comprendre et tous les deux, on doit faire l'effort de se faire comprendre par l'autre et de vérifier que l'autre a bien compris ce qu'on voulait dire, d'accord? Et d'ailleurs, à ce titre-là, on a une question oui. qui a été posée tout à l'heure par Véronique. Alors, la question est un peu précise et en même temps, je pense que pour y répondre sans aller faire comment dire, sans aller faire de généralité ou être, voilà, elle demanderait vraiment d'avoir plus de précision parce qu'il ne faut pas porter de jugement sur la personne ni rien, mais elle nous pose une question qui est quand même intéressante et je pense que il y a peut-être moyen d'emmener des axes sous forme de principe dans sa communication, je pense. Elle nous demande comment bien communiquer avec une personne qui présente des troubles de la personnalité en tenant compte de son trouble, mais sans lui renvoyer frontalement. Alors, excellente question en effet. Un peu extrême, on va dire que ça ne nous arrive pas tous les jours, mais c'est ça que je trouve intéressant dans cette question, c'est que ça peut arriver. Et évidemment, on gère moins bien les choses qui nous arrivent rarement. Mais j'ai envie de vous dire que, quelle que soit la personne en face de vous, et surtout si cette personne présente une difficulté pour elle-même ou pour vous, essayez toujours de lancer une passerelle de communication. Vous savez, comme par exemple, des fois, vous arrivez au bureau le matin et là, vous cherchez le dossier qui normalement devait être sur votre bureau, il n'y est pas, et vous vous précipitez dans le bureau de la personne à côté que vous estimez être responsable de cette absence. Vous ouvrez la porte, la personne est en train de travailler sur son ordinateur, bien concentrée, et là, vous lui dites « Mais qu'est-ce que tu as foutu du dossier bleu ?»
ne vous attendez pas à une bonne réaction, parce que finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez sauté d'une rive sur l'autre. Hein. Moi, je suis né à Strasbourg. À Strasbourg, il y a le Rhin. D'un côté, c'est la France avec ses traditions, sa langue, etc. Et de l'autre, il y a l'Allemagne avec ses traditions, sa langue et tout ça. Et si on ne se lance pas, si on ne crée pas un pont entre les deux cultures ne se rencontreront jamais. Alors, quand vous avez affaire à une personne qui présente des difficultés comportementales, des troubles, quels qu'ils soient, de la personnalité, eh bien, tâchez de lancer une passerelle de communication, c'est-à-dire lancer quelque chose qui permette à l'autre de vous rejoindre. Ça peut être de lui faire comprendre qu'on a compris la situation et qu'on va s'y adapter. Montrer des signes d'adaptation, c'est toujours la façon à la fois la plus élégante, mais la plus efficace d'entrer en communication avec quelqu'un. Et c'est la passerelle de communication qu'on lance à ce moment-là. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, si vous voulez être entendu par l'autre, c'est bien, mais assurez-vous aussi d'avoir compris l'autre, d'accord? Alors, premièrement, écoute active. Certains d'entre vous ont peut-être participé à un webinaire sur l'écoute active. Nous en aurons prochainement un autre qui parle d'une écoute active encore plus stratégique et efficace. L'écoute active, c'est quoi? Avant de vouloir être entendu, assurez-vous d'avoir compris. Reformulez ce que l'autre exprime pour lui montrer que vous l'écoutez bien et que vous avez capté ce qu'il veut vous dire. Vous pouvez dire, si j'ai bien compris, ce que tu me dis, c'est ça. Ce dont tu veux parler, c'est ça, etc. Deuxième chose, pour lancer une passerelle de communication, encore une fois, il faut pouvoir se rejoindre, utilisez le langage de l'autre. Ne lui parlez pas avec votre façon à vous de discourir. Essayez de trouver un langage qu'il va lui permettre de vous suivre, quelles que soient ses particularités. Vous allez voir, on est assez intuitif et quand on décide d'être sensible à ça, vous allez voir, on est finalement plus compétent qu'on ne le pense. Ensuite, essayez de créer un climat de confiance. Surtout s'il y a un trouble en face de vous, créez un climat de confiance. La meilleure façon, c'est d'avoir l'air ouvertement d'accepter le trouble, d'accord, de ne pas le mettre trop en évidence. Une attitude ouverte, un sourire, tout ça donne à l'autre l'envie de traverser votre passerelle pour venir vous rejoindre, d'accord, au lieu de se barricader. Okay, parce que c'est ça le danger avec une personne qui présente des particularités de ce genre. Posez des questions ouvertes aussi. Poser des questions, c'est s'intéresser à l'autre. Et puis ça permet d'encourager l'échange. Et poser des questions qui invitent au dialogue, d'accord? Comment est-ce que tu vois les choses? Plutôt que, alors, tu es d'accord ou pas? D'accord? Les questions fermées, elles réservent potentiellement à 50% une mauvaise nouvelle, d'accord? Et puis, trouver un terrain d'entente. Trouver un terrain d'entente. Vous savez, la meilleure façon de sortir d'une différence, d'un différend, c'est le compromis. Alors, le terrain d'entente, finalement, c'est l'art du compromis. S'il n'y a pas de compromis, à mon avis, la passerelle, elle ne dure pas très longtemps. D'accord? D'ailleurs, on l'a vécu de l'autre côté du Rhin. Hein. La passerelle n'a pas duré très longtemps, a été interrompue pendant un long moment. Donc, essayez de trouver un accord, quel qu'il soit, même sur un petit détail. Essayez de tomber d'accord. Donc, construire une passerelle, c'est tendre la main, créer du lien, donner envie à l'autre de vous rejoindre de votre côté du terrain, plutôt que d'être bloqué de part et d'autre. Cherchez, la communication, ça passe dans les deux sens. Donc, cherchez le terrain d'entente et croyez-moi, vous allez le trouver. D'accord? Ça demande d'avoir un petit peu de recul dans la situation, on le verra, parce que, évidemment, il y a beaucoup d'ennemis à la communication, on en reparlera plus tard, comme par exemple nous-mêmes, quand on est stressé, énervé, fâché, contrarié, dans une croyance limitante, etc. Donc, essayez de dépasser ça lorsque la situation le réclame. Pour Véronique, je dirais, si tu te retrouves en face d'une personne qui présente ce genre de trouble, peut-être que c'est le moment de s'entraîner. Ça devient peut-être un entraîneur personnel tout à fait remarquable pour justement chercher cette façon de s'entendre. Et donc, il va falloir
développer un certain talent pour accepter peut-être parfois des choses un petit peu difficiles à accepter. Pour aller dans le, je ne vais pas te couper, hein. Ça me fait venir un truc. Pour aller dans le même sens, il faut faire très attention à un biais que l'on va avoir dans ces cas-là. C'est que alors j'élargis un tout petit peu la question. Et bon, il y a la question des personnes qui vont avoir besoin de spécificité dans leur communication. Il y a aussi des fois simplement dans une équipe entre collègues ou si je suis manager d'une équipe, dans mon équipe, je sais que je vais avoir une ou deux personnes où je les sens, peu importe les mots qu'on va mettre dessus, mais plus sensibles. Elles ont plus de potentiel que je les blesse ou de se vexer ou de manquer de confiance en elles, ou des personnes sur lesquelles je vais avoir l'impression de marcher un peu sur des œufs, d'être un peu contrit dans ma communication. Et souvent, on va faire une erreur. C'est que par bienveillance, hein, c'est sans jeter la pierre, par volonté d'aider, on va se mettre à supposer quels sont les besoins de l'autre et à imaginer des adaptations et à modifier tous nos comportements pour répondre aux besoins qu'on pense que l'autre a, qu'on imagine qu'il a. Et gardez toujours en tête que, comme le disait Jean-Claude là, c'est pour ça que j'y pense, le fait de poser la question à l'autre, ça lui permet de vous dire si oui ou non il y a ce besoin. Ça lui permet de, tout en mettant un peu de métacommunication, c'est-à-dire de dire pourquoi vous posez la question. Voilà, je te pose la question pour savoir, toi, ce qui t'irait le mieux comme façon de te transmettre cette info-là, ou pour que la personne se sente à l'aise avec sa réponse et que ça dédramatise la situation. Parce que à chaque fois que vous allez faire une supposition, vous prenez le risque de vous tromper. À chaque fois que vous posez la question à l'autre, vous lui donnez la possibilité de vous dire comment il va interpréter ça. Parce que peut-être que vous allez vous dire ben non, je ne vais pas lui demander ça là maintenant dans l'urgence, je sais qu'il a ces spécificités-là et pour vous, c'est de l'empathie. Mais peut-être que lui va se dire ouais, mais en fait, ils ne me font pas confiance. Moi, ils ne me demandent pas ça. Ce n'est pas à moi qu'ils vont me confier ça. Et ça, vous ne pouvez pas deviner son interprétation. Donc parfois, tout le temps, même, j'allais dire souvent, mais tout le temps, poser cette question-là, c'est le meilleur moyen d'éviter de mettre les pieds dans le plat là où il ne fallait pas. Voilà. C'est très bien ce que tu viens de dire. Et j'ai envie, si tu permets, de rebondir là-dessus en disant que quand on communique, admettons que vous soyez, vous, là, pour communiquer quelque chose à une autre personne, nous avons tous, quand nous faisons ça, une tendance à nous concentrer sur ce que nous disons et sur ce que nous voulons dire. Et à la fin, on va évidemment se concentrer sur l'idée, bon, est-ce que tu as compris ou est-ce que tu es d'accord, etc. En réalité, je pense qu'on ne fait pas son boulot de communicant quand on fait ça. Il faut toujours rester à l'écoute de l'autre, d'accord, et rester dans un esprit d'échange. Je communique, ça veut dire je fais circuler une information, et pour qu'elle circule bien, j'ai besoin de vérifier si elle est arrivée chez l'autre dans l'état où elle était quand elle est partie de chez moi, d'accord. Donc vraiment, pour qu'on se dise, tout va bien. Alors, il y a des choses à faire pour ça. Par exemple, on ne va pas y penser, mais adapter son ton de voix. Le ton de la voix, c'est un peu la couleur du message, d'accord. Un ton, on sait bien par exemple qu'un ton monotone, ça risque d'endormir l'autre, ou en tout cas, ça risque même de ne pas le réveiller. Alors qu'un ton plus énergique, dans une situation délicate, ça peut être perçu comme être un peu brusque, d'accord. On a l'impression qu'on brutalise un peu l'autre quand on a un ton comme ça. Donc, chercher le bon équilibre, à la fois par rapport au message qu'on passe, mais aussi par rapport à la personne qu'on a en face de soi, et par rapport aussi à l'attitude qu'elle a face à ce qu'elle entend. D'accord ? Donc, on aménage, on adapte. Vous verrez tout à l'heure, on va reparler de l'adaptation, parce qu'il ne s'agit pas d'être servile, mais habile. D'accord ? Ça finit pareil, mais ça commence pas pareil. Jouer aussi avec son langage corporel, la posture, le regard, les gestes. Tout cela parle autant que vos mots, peut-être même davantage. Ouais. Si vous fermez votre attitude, si vous prenez un regard sombre, vous croisez les bras, vous avez un regard fuyant, vous pouvez donner éventuellement l'impression que vous êtes sur la défensive. Alors qu'une posture ouverte, un contact visuel bien dosé, tranquille, ça favorise et ça montre de l'écoute et de l'engagement. D'accord ? Et puis ensuite, le tout, j'ai envie de vous dire, doit aller aussi avec le verbal. C'est-à-dire que les mots que vous utilisez doivent être portés par tout le reste. Ouais. Les mots que vous utilisez doivent être portés par le ton de la voix et portés par votre langage corporel. Mais je vais vous dire une chose, la plupart du temps, là vous êtes peut-être en train de vous dire, mais aïe, 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 ça fait beaucoup à faire, c'est terrible ce qu'il nous dit Jean-Claude, là, comment est-ce qu'on va faire pour faire tout ça ? En réalité, ne pensez pas à ça parce que vous le faites la plupart du temps. Oui. Vous le faites quand il n'y a pas d'enjeu,
vous le faites quand il n'y a pas de stress, vous le faites quand vous êtes à l'aise avec la personne qui est avec vous. Donc, vous savez le faire. Tout ce que vous avez à faire, lorsque vous n'êtes pas dans ces situations idylliques que je viens de décrire, c'est rappelez-vous que vous en êtes capable et cherchez à le faire, vous y arriverez. D'accord? Si vous parlez à une personne stressée, par exemple, inutile d'en rajouter avec une voix rapide, des gestes saccadés, des mots forts. Au contraire, si vous parlez à une personne stressée, utilisez des mots tranquilles, adoptez un ton calme, une posture posée, un regard rassurant, restez les yeux dans les yeux, faites un sourire, pourquoi pas. Ça va aider votre interlocuteur tout naturellement à se détendre et à être plus réceptif à votre message. C'est ça, je te remonte des questions qu'il y a et Oui, justement, d'accord. je pense à ça, ce que tu dis là, c'est lutter contre la contagion émotionnelle. C'est-à-dire que Oui. l'autre, il arrive surtout, du coup, ça fait le lien avec les questions que je vais te remonter qui portent justement sur quand on a quelqu'un en face qui est soit fermé, sûr d'avoir raison ou agressif, voilà. Le principal, c'est de garder vous la maîtrise de votre rythme et parce que si vous avez quelqu'un, comme disait Jean-Claude, de stressé, etc., l'idée, c'est pas que ça monte en mayonnaise. Et l'état de l'autre, si j'y fais pas attention, ça demande pas d'être un maître Jedi, mais simplement de l'avoir en tête pour se regarder un peu aller. L'état de l'autre va vraiment être contagieux. Et quand tu parlais de bouton de fréquence, ben, c'est peut-être l'autre qui va me mettre sur sa longueur d'onde à lui. Et là, la communication, ça va peut-être être très compliqué. Oui, Attention à ça. absolument. Et on a Chantal. Alors, il y a deux questions de Chantal et de Nadine qui, alors, l'une nous demande comment, en gros, nourrir une communication face à quelqu'un qui est fermé et qui est sûr d'avoir raison, ou sûr d'avoir raison. Et Nadine nous pose une question qui est un tout petit peu différente quand même, mais dans la même idée. Oui. Quel discours ou comportement on peut avoir face à une personne qui est agressive et on retrouve la notion de fermé. Alors, juste un petit mot que j'aime bien dire par rapport à la contagion. On a cru pendant une époque que le truc le plus contagieux et le plus embêtant qui pouvait nous arriver, c'était le Covid. Mais je peux vous dire que on est toujours face à une contagion bien plus rapide, bien plus violente et virulente que ça. C'est juste l'attitude. Ouais. Il n'y a rien de plus contagieux qu'une attitude. Si vous arrivez dans une pièce où tout le monde s'amuse bien et vous arrivez avec un visage sombre et un langage, un discours très, très sec, voilà, vous allez très vite changer complètement l'ambiance dans la pièce. Et les gens qui, quelques secondes avant, riaient encore, là, tout à coup, ils se mettent à être sérieux comme vous. Donc oui, attention à la contagion. Et donc, quand une personne est fermée en face de vous, quand elle est un petit peu virulente, je ne sais pas ce qu'elle fait exactement, mais quand elle n'est pas très agréable, elle est fermée, agressive, eh bien, ne vous laissez pas contaminer. Ouais. D'accord ? Restez au contraire, il y a un moyen très simple de désarçonner quelqu'un, c'est plutôt que de réagir à ce qu'il dit, poser des questions sur ce qu'il dit. Ouais. Et des questions ouvertes, pas des questions qui sont des menaces déguisées, des questions très simples. Qu'est-ce qui te fait penser ça ? J'entends ce que tu me dis, mais pourquoi est-ce que tu me le dis à moi ? Parce qu'au bout d'un moment, quand on pose des questions, c'est comme si on branchait une dérivation sur la pensée de l'autre. On peut lui poser une question, il sort de sa concentration agressive, méchante ou je ne sais quoi, parce que tout à coup, il faut qu'il réfléchisse à ce que vous lui avez demandé. La question est toujours une arme redoutable et extrêmement efficace, à condition qu'elle ne soit ni mal intentionnée. Oui. Ne posez pas des questions pour qu'il se prenne les pieds dans les fleurs du tapis. Posez-lui des questions pour que vraiment il soit un peu déstabilisé. Ça va le calmer. Parce que vous savez comment c'est, quand on commence à s'énerver, on s'énerve de plus en plus. Notre énervement nous énerve lui-même au bout d'un moment. Donc, il faut vraiment essayer de casser ce rythme. Et le bon moyen, si vous voulez un truc pratique, c'est penser à ça dans la situation. C'est pas forcément facile. Entraînez-vous. Posez des questions. Faites sortir l'autre de son discours, de son flux verbal, de sa diarrhée verbale, qui n'est certainement pas agréable à entendre, de façon à ce que lui-même se restabilise un petit peu. Vous lui rendez service en faisant ça. C'est vrai que le questionnement, c'est vraiment le couteau suisse à tout bien faire dans l'échange. Parce qu'en plus de ça, quel que soit votre argument, quel que soit, je pense notamment voilà, à ce que dit Chantal dans sa question, quel que soit notre argument, quelle que soit la qualité de notre raisonnement, quel que soit,
la personne en face de moi, si elle n'a pas envie de se laisser influencer, si elle a envie d'être en opposition, si elle a envie d'être dans la posture, d'abord je suis contre et après je réfléchirai, elle pourra toujours faire preuve de toute la mauvaise foi du monde et être contre. Alors qu'une question, on n'est pas contre, ça ne veut rien dire. Une question, c'est une forme d'élocution et de présentation de l'information qui fait qu'il n'y a pas de camp dans une question. Donc, il peut y avoir éventuellement une prise de position dans la réponse, mais ça, c'est l'autre qui en prend la responsabilité. Par contre, moi, du coup, en posant une question, je tue dans l'œuf toute possibilité d'opposition. Et ça aide énormément, quoi. C'est vrai que… Damien, excuse-moi, mais comme je vois l'heure qui tourne, je voudrais juste dire une chose avant de terminer. Je vous ai beaucoup parlé de vous adapter à l'autre. Et ce qui est dérangeant quand on me dit, par exemple, adapte-toi à telle situation, c'est comme si on me demandait de me soumettre. J'ai horreur de ça. J'imagine que parmi vous, il y a beaucoup de gens qui ont horreur de l'idée de se soumettre. Donc, quand je vous parle de vous adapter, je ne vous parle pas de vous trahir. Je vous parle vraiment de prendre une attitude, comment dirais-je, stratégique, d'accord, qui est de s'adapter à l'autre parce que en vous mettant sur un terrain qui est le sien, en vous mettant sur cette fameuse passerelle de communication dont je vous parlais tout à l'heure, vous allez faire passer votre message de la meilleure façon possible, tout en restant vous-même et en restant en plus calme parce que vous n'allez pas sur le terrain de l'autre qui est éventuellement de taille à vous énerver ou à vous poser des questions. Donc, gardez votre personnalité, vos valeurs, soyez sincères, ne cherchez pas à plaire à tout prix, c'est notre pire ennemi parfois. Et essayez simplement de rester sur un terrain sur lequel l'autre se sentira bien avec vous, d'accord ? Pour réussir votre communication, c'est probablement ce qu'il y a de mieux à faire. Une communication réussie, c'est une communication qui sait s'adapter sans perdre son essence, d'accord ? Sans perdre ce qui la constitue, sans perdre la force du message que vous avez voulu passer. Voilà. S'adapter, oui. Se travestir, non. Tout à fait, tout à fait. Voilà, j'allais te dire la même chose, j'allais te dire, il est temps qu'on passe au récap. Et puis, alors, restez, parce que Jean-Claude va nous récapituler les points importants à garder en tête. Celles et ceux qui ont posé des questions auxquelles nous n'avons pas répondu, ne vous inquiétez pas, elles feront l'objet de réponses détaillées, précises, assez fournies sur LinkedIn. Et restez jusqu'à la fin parce que nous avons une annonce assez sympa à vous faire à la fin et que nous sommes très heureux de vous faire. Donc, voilà. Donc, Jean-Claude, je te propose, si tu le veux bien, que nous récapitulions l'essentiel déjà de ce webinaire d'aujourd'hui. D'accord. Alors, n'oubliez pas que si vous êtes là pour parler, le mieux, c'est d'abord d'observer. Damien, je crois qu'on peut télécharger ce document. Hein. Oui, tout à fait. Ce document… J'ai pas besoin de vous lire ce qu'il y a dessus, vous le lirez. On va simplement revisiter ensemble les points importants. Voilà. Observez et écoutez avant de parler. Et même pendant que vous parlez, regardez l'autre. On verra dans le webinaire du mois d'avril, si je ne me trompe pas, comment on peut écouter avec ses yeux. Oui. Alors, adoptez le bon registre et le bon canal, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mettez-vous sur le registre de l'autre, mettez-vous sur le canal de l'autre. Vous allez voir qu'au bout d'un moment, les canaux se mélangent et on finit par retomber sur ses pattes, et tout en gardant finalement l'intérêt de l'autre, l'attention de l'autre. Ajustez votre langage corporel et le ton. Pourquoi ? Parce que être cohérent, c'est avoir, si par exemple je vous annonce une bonne nouvelle avec une tête d'enterrement, vous êtes d'accord que ça ne va pas, il y a quelque chose qui est faux. C'est ou bien ce que vous éprouvez, ou bien ce que vous dites. Donc, ajustez votre langage corporel et le ton. Vérifiez la compréhension de l'autre. D'accord ? Si vous ne savez pas ce qui est devenu votre message, comment pouvez-vous dire que vous avez fait une bonne communication ? Ouais. Bonne communication, c'est que vous avez demandé un retour à l'autre, comme quoi il est d'accord, il a compris et il est en harmonie avec vous. Et puis, en fin de compte, la clé de tout dans la vie avec les autres, c'est l'adaptation. S'adapter aux autres. D'accord ? S'adapter, encore une fois, ça ne veut pas dire se trahir, ça ne veut pas dire renier qui on est, nos idées, etc. Ça veut juste se dire, on est sur la même passerelle, on va essayer de ne pas la faire chavirer, on va essayer de rester dessus, parce que c'est là qu'on s'entend bien. Voilà. Et alors, vous avez, dans ce document, vous allez pouvoir relire ça et vous avez l'essentiel et ce sont des outils qui aident énormément.
dans le livre blanc que vous pouvez télécharger, c'est encore plus détaillé et fourni. Donc, je vous invite vraiment à aller télécharger les deux parce que ça aide énormément. Et il me semble que Jean-Claude, suite à ça, on l'a dit tout ce webinaire-là, dans la communication, le principal parasite de notre communication, ça va être ces zones d'ombre où on n'a pas forcément conscience de comment on communique, on n'a pas forcément conscience de nos biais. Et il me semble qu'on a un outil à proposer Oui. à tout le monde ici présent pour justement aller identifier ces biais que vous auriez et ces zones d'ombre que vous auriez éventuellement. Oui, tout à fait. J'ai même envie de dire que si parmi vous, il y a des gens qui se disent « Ah bah c'est cool, je devrais faire une formation sur la communication », je tiens à vous dire, sans casser votre enthousiasme, que ce n'est pas forcément là que ça se passe. Vous savez que dans la communication, par exemple, il se peut qu'on s'énerve, il se peut qu'on soit sous le coup d'une émotion, ce qui fait qu'on n'est plus capable de bien communiquer. Alors même si vous avez un talent fou de communicateur, si votre émotion fait écran, si votre stress fait écran, si votre timidité fait écran, si les choses que vous dites sans tenir compte de l'autre deviennent un peu conflictuelles, etc., ça veut dire qu'il y a d'autres choses à faire avant de vous attaquer à ce problème lui-même. D'accord ? J'ai envie de vous dire, avant d'envoyer des lettres, il faut savoir écrire. De la même manière, avant de communiquer, il faut arriver peut-être à régler certaines autres difficultés, comme par exemple tout à l'heure la question de Véronique à propos d'une personne qui aurait des comportements un petit peu agressifs ou un petit peu différents, on va dire. Ouais. Ça peut provoquer une émotion chez elle qui fait que, quoi qu'elle fasse, sa communication sera difficile. Donc, peut-être qu'il faut travailler d'abord sur ses émotions, peut-être qu'il faut travailler d'abord sur son stress, peut-être qu'il faut travailler d'abord sur son affirmation de soi. D'accord ? Pour être convaincant, c'est mieux d'être affirmé soi-même. Donc, toutes ces choses-là, si vous voulez les découvrir, eh bien, je crois que ce cadeau qu'on vous fait aujourd'hui, c'est certainement dans ce test que vous allez trouver toutes ces réponses pour voir exactement qu'est-ce qui se passe en vous, quelles sont vos forces, mais aussi, parce que moi j'aime bien regarder le côté positif des choses, quels sont vos talents que vous n'utilisez peut-être pas autant que vous pourriez. Hein. À l'école, on nous a dit qu'il fallait corriger ce qu'on ne faisait pas bien. Peut-être qu'on aurait dû nous dire aussi qu'on devrait accentuer encore nos talents, accentuer les matières dans lesquelles on est bon pour devenir excellent. D'accord ? Eh bien, peut-être que c'est ça aussi que vous pourriez faire à travers ce test. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est vraiment un test qui est top parce que ça va vous en indiquer beaucoup sur vous. C'est entièrement gratuitement qu'on vous le propose là. C'est un outil vraiment précieux à avoir. Prenez le temps de le faire. Il est très complet. Ça va vous donner des infos super intéressantes sur vous-même. Vous avez donc dans ce document que vous pouvez télécharger, que vous allez recevoir juste après par mail, vous avez donc le QR code que vous pouvez scanner là ou le lien en cliquant sur « Je fais le test ». Là. Vous l'avez aussi sous la vidéo. Hein. Vous avez un bouton pour faire le test 360. Et je viens de vous le remettre aussi dans le chat avec le lien directement si certains d'entre vous ne voient pas le lien. Allez le faire, ça vous prendra juste un petit peu de votre temps, mais ça va vraiment vous apporter des notions et des outils très intéressants. Enfin, nous nous retrouverons donc vendredi 28 mars prochain pour parler de l'impact que le stress a sur notre confiance en nous et de comment retourner cette situation et utiliser les infos que notre stress va nous remonter pour justement booster notre confiance en nous et notre évolution. Pardon ? Un beau sujet. Un beau sujet, oui. Et donc, ce dont nous voulions vous parler, nous avions annoncé fin 2024 une petite nouveauté qui allait arriver. Vous avez été nombreux au fil des webinaires à nous dire est-ce qu'on trouve les replays quelque part ailleurs que sur Webikeo ? Est-ce que vous êtes en podcast ? Donc, depuis quelques semaines maintenant, nous avons publié une chaîne de podcast que vous allez retrouver donc en lien sur le document. Vous nous retrouverez donc sur toutes vos plateformes de podcast. Vous choisissez celle que vous préférez. Amazon Music, Deezer, Spotify et Apple Podcast. La chaîne de podcast est donc publiée par RoboCoach Pro. Elle s'appelle La table ronde du management et du leadership. Et vous y retrouverez
nos replays de webinaires sous format podcast à écouter en voiture, pendant vos trajets ou où vous voulez. Donc, ça fait un format un peu plus adaptable à nos contraintes du quotidien que nous publierons régulièrement. De même, depuis, pareil, quelques semaines, les replays des webinaires, là, pour le coup, en vidéo, comme vous nous avez vu aujourd'hui, vous les retrouverez également sur notre chaîne YouTube, où nous allons publier tous les mois un nouveau replay de webinaire, ce qui vous permet de le revoir là aussi si vous préférez utiliser YouTube et que vous êtes présent sur YouTube. Donc, surtout, allez-y, allez nous retrouver sur votre plateforme préférée de podcast. Vous le savez, tous les créateurs de podcasts le disent, on ne sera pas très originaux en l'occurrence. Si vous voulez, si ces podcasts et ces webinaires vous plaisent et que vous avez envie de leur donner de la visibilité et que vous pensez que ça peut aider, mettez déjà un pouce, mettez des étoiles, commentez éventuellement, envoyez-le, partagez-le. C'est ça qui va permettre à ces chaînes de podcasts de grandir. Donc là-dessus, toutes vos participations seront les bienvenues. Excuse-moi Damien, j'ai vu une question surgir, c'était combien de temps dure le test? La réponse c'est ça dépend de vous, mais du temps qu'il vous faudra pour réfléchir à chaque question, mais je dirais au maximum comptez 20 minutes. Oui, à peu près. 15-20 minutes, je pense que vous l'aurez fait. Mais soyez content de ça parce que c'est une occasion d'approfondir un petit peu votre connaissance de vous-même et de vos forces, comme je le disais tout à l'heure, et aussi peut-être des choses où vous seriez vraiment content d'améliorer les choses parce que ça va vous apporter beaucoup. Voilà. Ouais, tout à fait. C'est un petit investissement, c'est vrai, mais on en a fait nous aussi un pour vous, quand on vous l'offre. Donc, profitez-en bien. Et j'espère que vous y trouverez ce dont vous avez envie. Encore une fois, il n'y a aucun engagement, il n'y a aucun piège derrière ça. C'est juste pour vous. Voilà. Ouais. Et puis, tu dis c'est un petit investissement. C'est un tout petit investissement par rapport à ce que ce test apporte comme compréhension et comme levier que ça nous propose derrière pour booster tout ça. Merci à toutes et tous. Merci beaucoup, Jean-Claude. Merci, Damien. Et merci pour vos questions. Pardon. Non, j'ai dit merci Damien et merci à tous. Ouais, merci à toutes et tous. Plaisir de vous retrouver le mois prochain. Exactement, ou plus tard le mois prochain. Très bonne journée, très bonne fin de semaine à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Vous avez apprécié ce podcast ? Abonnez-vous, likez et partagez-le. Retrouvez-nous sur YouTube, LinkedIn et sur robocoachpro.com. À bientôt pour un nouveau podcast ou en formation.